Et on enchaîne directement avec la keynote 2 sur l'actualité ENR. Et j'appelle à la tribune Daniel Bourg, président d'Enerplan, Jules Nissen, président du CER, et Cédric Boissier, directeur du projet accélération des ENR chez Enedis. Et André Joffre. André, vous pouvez venir vous asseoir à côté de moi. Merci, messieurs, d'avoir fait le déplacement de Paris. Ça va, tout s'est bien passé? Le train, ouais, parfait. Vous êtes là. Parfait. Alors, il y a beaucoup d'actualités autour des énergies renouvelables. Hein. On vient d'ailleurs de le voir et d'en parler avec le biogaz, messieurs. Alors, on va décliner un petit peu cette table ronde autour de 4 thèmes d'actualité. Cette fameuse loi d'accélération, le décret agrivoltaïque qui vient d'être publié très récemment, le pacte solaire également, pour parler un peu d'industrie, et l'absence de loi programmatique sur l'énergie, on verra autour de la volonté politique ou pas du gouvernement, où en est-on. Donc sur la loi d'accélération, vous pouvez prendre le micro, Jules Nissen. On parlait d'une loi de décélération avec le biogaz. Cette loi d'accélération aujourd'hui sur les énergies renouvelables en France, quel effet a-t-elle ? Moi, je dirais pas que c'est une loi de décélération. Il y a des trucs qui accélèrent, d'autres qui accélèrent pas. Ouais. On ne sait pas où est la pédale d'accélérateur, la pédale de frein, mais c'est quand même la première fois qu'il y a un texte de loi entièrement dédié aux énergies renouvelables. Et ça, c'est quand même à noter. Ça a focalisé le débat là-dessus. Donc, évidemment, c'est trouvé être un révélateur des contradictions qu'on a sur ces sujets. Ça a purgé un peu le débat. Donc, plein de choses se sont ajoutées dedans qui n'étaient pas forcément très positives. Mais quand même, ça a, je trouve, enclenché une forme de dynamique. Après, comme ça a été dit tout à l'heure, les décrets, les arrêtés, les textes d'application en fait, qui suivent cette loi tardent à être pris. Ça fait plus d'1 an maintenant qu'elle a été promulguée. Et je n'ai plus le taux exact, mais c'est de l'ordre de 30%, simplement le nombre de textes qui ont été... une mission d'information à l'Assemblée qui a révélé ça. Donc voilà, c'est ça qui manque beaucoup. Et là, de ce point de vue, l'évolution de l'organisation gouvernementale sur le sujet de l'énergie ne facilite pas les choses, parce que cette loi, c'était la loi qui a été vraiment portée par Agnès Pannier-Runacher et par le ministère de la Transition énergétique. Et maintenant, on se retrouve avec un sujet, une partie du sujet qui est traité à Bercy, une autre qui est encore un peu suivie par Agnès Pannier au titre de sa responsabilité au ministère de l'Agriculture, une avec autre partie l'agrivoltaïsme. Christophe Béchu. Et c'est un peu compliqué. Et le fait que l'énergie soit à Bercy, c'est très bien pour les sujets énergie-industrie. De ce point de vue, c'est très utile. Mais ça amène le travers de réfléchir uniquement au travers du prisme électrique. Pas forcément regardant de très près la partie régulatoire, et il y a des sujets comme les gaz qui c'était évoqué tout à l'heure, on ne sait plus trop à quel endroit tout ça est suivi et piloté. Voilà, donc moi je ne ferai pas un bilan, je ne peux pas dire 0-1, c'est un bilan mitigé. Maintenant ça existe, il faut que ça avance. Maintenant cette loi, on a dit, elle précède une loi de programmation, mais ça c'est la 4e question, on en parlera sur la fin. Il y a aussi un paradoxe terrible, c'est qu'on a une urgence climatique, et puis finalement ça traîne quoi. Et nous, on vient des Pyrénées-Orientales, on a une sécheresse terrible. Christophe Béchu est venu, ministre de la Transition écologique, est venu l'autre jour. Et c'est vrai qu'il y a urgence et on sent pas les choses accélérer, quoi. Ah oui, mais ça, c'est un problème qui est beaucoup plus large. Dans les Pyrénées-Orientales, il n'y a plus d'eau. Dans le Nord-Pas-de-Calais, il y en a trop. Et je pense qu'à peu près tout le monde, n'importe où en France et dans le monde, peut constater les effets du changement climatique. Et pourtant, qu'est-ce qu'on voit, notamment au travers du débat sur les élections européennes, la volonté d'essayer de relâcher les contraintes, de se focaliser sur l'adaptation plutôt que sur l'atténuation, et la transition énergétique, qui est un élément important de la lutte contre le réchauffement climatique, mais pas que. C'est aussi un élément important de la souveraineté énergétique de nos pays et de la protection contre de nouveaux aléas géopolitiques qu'on ne peut pas écarter. Tout ça, ça a un coût. Alors, quand le prix du gaz était hyper haut, parce que c'était juste après l'invasion russe en Ukraine, là, les signaux prix étaient très favorables à la transition. Maintenant, on est revenu à une situation un peu plus normale, et donc les signaux prix n'incitent pas à cette transition. C'est bien la raison pour laquelle, mais j'en reparlerai en répondant à votre 4e question, on a besoin d'un signal politique très fort. C'est un coût budgétaire, tout ça. Sûr. Et dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui, c'est pas facile. Non, voilà. Daniel Bourg, la loi d'accélération, vous êtes vous-même développeur solaire. Qu'est-ce qu'on en dit Qu'est-ce qu'on en dit chez Enerplan? La vision du solaire. Cette loi d'accélération, ce qui est intéressant, c'est de voir d'où on est parti. Parce que vraiment, c'était une loi parfaite. Les textes étaient intelligents, ça nous plaisait, et donc on partait sur du bon côté. Et puis c'est passé au Parlement. Le Parlement est ce qu'il est, mais pour être honnête, je crois que ça a toujours été comme ça en France. Parlez bien dans le micro. Et on a maintenant quelque chose, excusez-moi d'appeler ça comme ça, un peu un machin,
qui complexifie, donc le mot accélération est certainement pas le bon. Par contre, nous très clairement, ça nous amène quelque chose sur lequel on se battait depuis des années, même si c'est devenu très compliqué, qui est l'agrivoltaïsme. Donc c'est quelque chose qui est important et qui, on attendait. Parallèlement, faut aussi voir le côté marketing un peu de la loi. Le fait qu'il y ait une loi d'accélération, on a mis les projecteurs, le fait qu'ils aient insisté sur le solaire, ça a mobilisé tout le monde. On a pu bien discuter, notamment avec nos amis d'Enedis, de RTE, etc. Donc, ça a fait prendre une conscience. Et de ce côté-là, au niveau des acteurs, ça a accéléré. Un seul chiffre quand même. Le premier trimestre 2024, 1,3 gigawatts de raccordés. C'est un record en France. Donc, on pourrait dire que la cause à effet... Je pense que c'est plus compliqué que ça, mais de fait, il y a vraiment une vraie mobilisation dans le solaire. Donc, oui, la loi d'accélération, moi j'en fais un bilan positif pour nous, mais c'est surtout le bonheur de tous ces avocats, de tout ce qui est, tout ce qui est autour. Les avocats dans la salle. C'est donc un travail qui est encore un peu plus lourd, et à la limite, j'allais dire en rigolant, pour les développeurs comme nous, c'est une vraie barrière à l'entrée maintenant. Si on n'est pas dedans depuis des années, avant de se lancer là-dedans, bon courage. Parmi les freins, le raccordement aussi, Daniel Bourg. Alors je ne sais pas si on va en parler. Non, mais allez, oui, on va en parler tout de suite. On va en parler tout de suite, évidemment. Si on en parle tout de suite, moi je dirais différemment. C'est un frein. La France, honnêtement, et moi je le dis par expérience par rapport à d'autres pays européens, a un bien meilleur réseau que la plupart des autres pays européens. Dans un pays européen, quand vous êtes développeur, la première chose que vous faites, c'est de voir où est-ce que vous allez vous raccorder. Et je peux vous dire que dans beaucoup d'endroits, il y a plus d'un dossier sur deux que vous ne faites pas parce que le raccordement est tout simplement impossible. Donc, on a un vrai atout en France. Le seul problème, c'est que cet atout, il a été fait sur un modèle très centralisé. Très centralisé. On a décentralisé et donc on est rentré dans une autre phase. Et cette phase, c'est justement de savoir comment est-ce qu'on peut raccorder tout ce qu'il y a à faire. Alors là-dedans, on voit très bien qu'actuellement, il y a deux acteurs. Un acteur qui est Enedis, qui est à côté de moi et qui honnêtement travaille avec nous depuis des années. Et c'est quelque chose qui... on y arrive. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des tensions à gauche, à droite, mais on reste dans des aspects de temps qui est raisonnable. Et maintenant, on bute sur la vraie question. Et c'est celle qui va nous poser honnêtement des gros problèmes si ce n'est pas pris très sérieusement et très rapidement en charge, à savoir que tout le réseau HTB, donc le réseau RTE, actuellement, est en voie de saturation pour nous. Et pour ne pas dire que dans de nombreuses zones, dans le sud-ouest, dans un certain nombre de zones où les lignes, ça y est, c'est fini. Donc on a tous, en tant que développeurs, on commence tous à avoir des projets où on nous annonce ready to build et on nous annonce vous l'aurez en 2031 parce que c'est pas Enedis. Enedis nous donne des délais en général d'1 an, 2 ans quand il faut créer ou renforcer des stations, mais beaucoup plus au niveau de RTE parce que c'est quelque chose qui est beaucoup plus long. Tout le monde sait que c'est beaucoup plus lourd et que alors là le côté administratif français s'en donne à cœur joie. Parce que là c'est les lignes à haute tension, c'est du grand régal pour être lent, etc. Donc, pour nous, c'est un vrai sujet un petit peu d'angoisse qu'on est en train de mettre très fortement en avant, de réviser peut-être les notions de priorité qui sont posées. Il y a des problèmes on peut rentrer dans une liste d'attente RTE directement en mettant un petit peu d'argent, même si le dossier sera dans 10 ans, alors que quand on est sur des dossiers de faible taille, si on n'a pas le permis de construire, on ne peut pas rentrer dans la liste d'attente. Donc il y a un décalage complet, donc il y a des tas de lignes qui sont bloquées pour des projets qui se feront vraisemblablement pas. Alors Cédric Boissier, justement, vous êtes là, alors vous êtes Enedis, vous êtes pas RTE, mais comment on fait pour passer d'une France à 3 gigawatts par an à 6 gigawatts, voire un peu plus peut-être, comme l'espère Enerplan, tutoyer les 10 gigawatts par an? Comment on fait? Est-ce que vous êtes staffé? Est-ce que vous êtes prêt? Comment ça se passe chez vous? C'est un peu le sujet quand même, c'est-à-dire que
vous êtes entré dans la question par la loi d'accélération des ENR. Ouais. Moi, j'ai effectivement beaucoup entendu les fédérations de producteurs. Je crois même un de mes voisins de droite utilisait l'expression talon-pointe en référence au rallye pour qualifier la loi. Je pense que cette loi elle a un mérite, c'est qu'elle a globalement fixé les orientations stratégiques. C'est parti du discours de Belfort. Il y a eu la loi d'accélération du renouvelable, la loi d'accélération du nucléaire. Il y a eu derrière des expressions, encore tout récemment, à Manosque, des ministres sur le sujet. Et globalement, pour des constructeurs d'infrastructures, on construit des infrastructures pour 40 ans, savoir ce qu'on doit faire et ce qu'on doit construire, c'est juste fondamental. Et donc aujourd'hui, ça nous donne globalement 5-6 gigawatts. Après, il y a des discussions pour se dire est-ce qu'il ne faut pas aller plus loin. Mais aujourd'hui, l'ambition politique, elle est de 5-6 gigawatts par an. Ce qui est annoncé par Bruno Le Maire. Voilà, par Bruno Le Maire, encore tout récemment. Alors c'est un peu plus que ce qui était dit dans le discours de Belfort. Ça pousse un peu à la fois sur l'éolien et sur le photovoltaïque, parce que sur Enedis, c'est l'éolien terrestre et le photovoltaïque qu'on raccorde. Et donc globalement, bon, c'est 5, c'est 6, on est à peu près dans ces ordres de grandeur-là au niveau de l'ambition politique. Et donc nous, maintenant, on sait quoi construire. Il fallait ça pour savoir quoi construire. Et donc effectivement, Enedis, en l'occurrence, peut s'organiser pour à la fois mobiliser ses équipes opérationnelles pour être en capacité de raccorder maintenant. Et c'est ce qu'on fait, Daniel le rappelait à l'instant. On raccordait 2 gigawatts en 2019. On a raccordé 4,2 gigawatts l'année dernière. Et on est sur une trajectoire sur la base du premier trimestre 2024 qui doit nous amener au-delà de 5. Ça veut dire qu'on est déjà sur la trajectoire de long terme pour 2050 telle qu'elle est définie aujourd'hui. Donc ça, c'est l'opérationnel. Mais à force de raccorder, on va finir peut-être par saturer des ouvrages, donc que ce soit des ouvrages RTE ou des ouvrages Enedis. C'est déjà le cas, apparemment. Ouais. Alors, je pense que... Bon, moi je parle pour Enedis, d'accord. Mais effectivement, il y a des zones qui sont plus saturées que d'autres parce qu'on a beaucoup développé d'éolien à certains endroits ou de photovoltaïque. Notre boulot, c'est de construire des infrastructures. Et donc, côté Enedis, on a lancé des constructions, des ouvrages, tu parlais des stations tout à l'heure, des postes sources, donc ils sont à la frontière du réseau de transport et du réseau de distribution. On en construisait 3-5 par an. On va en construire une quinzaine par an, à minima. On doit en faire une centaine de postes sources d'ici à 2030. Un poste source, c'est entre 5 et 10 millions d'euros, et c'est à peu près 5 ans de construction. Mais là-dessus, il y a 3 ans de concertation. Donc nous aussi, on attend de la loi APER un certain nombre d'objets, de la concrétisation de la loi APER sur un certain nombre d'objets de simplification. Mais donc, il faut qu'on raccorde maintenant, il faut qu'on raccorde dans la durée, donc on construit les infrastructures. Après, il est clair que et je pense que c'est encore plus vrai pour RTE, qui a des délais de construction encore plus longs, peut-être qu'il eût fallu anticiper davantage pour que les infrastructures soient à la hauteur dès 2026-2027 des programmes de développement ENR. Parce que ça accélère finalement sans doute plus vite que ce qui était imaginé. Peut-être que certains le savaient, mais globalement c'était ça. Et donc il peut y avoir un décalage entre le moment où les infrastructures vont être disponibles et le moment où donc les besoins se font ressentir du côté des projets. Et donc je finirai là-dessus. Il y a un point qui est important pour moi, et Daniel, tu l'as un peu esquissé, c'est qu'il y a eu un moment, et là je m'adresse vraiment aux développeurs, où finalement, comme le réseau français avait été correctement dimensionné, on se posait à un endroit et il y avait du réseau. Aujourd'hui, c'est moins vrai, parce qu'on commence à saturer certaines zones. Et donc, il y a une responsabilité qui est partagée. Nous, les constructeurs d'infrastructures, il faut qu'on dise où est-ce qu'il y a de la capacité. Et donc, on y travaille. Il y a un premier projet de cartographie qui a été présenté au comité régional de l'énergie Centre-Val de Loire tout récemment, pour dire aux développeurs, si vous vous mettez là, ça ira vite. Par contre, si vous vous mettez là où c'est saturé, ça sera très long. Et on aura des échéances comme tu l'évoques. Alors, il faut qu'on le fasse avec RTE pour que les cartes soient parfaitement fiables. Mais ça, c'est un premier point, donner de la visibilité. Et puis après, vous, les développeurs, c'est identifier la question du réseau comme étant aussi un sujet. Ça l'était peut-être pas avant, mais ça l'est maintenant. Jules Dyssen, je voulais réagir. Oui, moi, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. Ici, on est à Montpellier. C'est une ville qui est connue partout pour le développement de son tramway, qui était complètement liée aux zones d'aménagement. En fait, le tramway, ça crée de la valeur foncière. En fait, le développement de cette ville, je la connais bien parce que j'ai été son directeur général pendant 6 ans, s'est fait autour de ces grandes infrastructures de transport, principalement,
à d'autres endroits aussi, mais principalement dans une logique qui est concertée. Et j'ai le sentiment qu'avec les réseaux électriques en particulier, c'est un peu vrai aussi pour les réseaux de gaz, mais c'est un peu différent. Pour les réseaux électriques, il faut passer dans cette même logique aujourd'hui, qui est une logique d'aménagement du territoire. Donc ça croise avec la question des zones d'accélération. Enedis est très présent aux côtés des maires pour les aider à élaborer tout ça. La France n'est pas une grande plaque de cuivre, et je pense que les développeurs en sont parfaitement conscients. En même temps, c'est à eux aussi de trouver les endroits où on peut développer des projets. Il faut combiner les deux. 98 milliards d'euros d'investissement chez Enedis, 100 milliards chez RTE, ça fait peur. Mais c'est pas que pour les énergies renouvelables, je voulais aussi rappeler ça. C'est aussi pour l'adaptation du réseau au changement climatique, et c'est aussi et surtout pour alimenter des grands sites industriels en électricité. Moi, je suis arlésien, là de l'autre côté du Rhône, il y a un projet de ligne à très haute tension pour alimenter Fos-sur-Mer. Là, c'est pas facile. Les gens ils disent, nous on veut pas la ligne à haute tension, par contre on veut bien une centrale nucléaire à Fos-sur-Mer. Je suis pas sûr que du côté de l'étang de Berre, on soit tout à fait d'accord avec ça. Ouais. Donc on n'est pas sorti du bois, si j'ose dire. Je vous ai vu tiquer sur l'anticipation aussi. Il y a eu un problème d'anticipation. Ben oui, c'est vrai, mais c'est parce que c'est la résilience de la construction des réseaux, RTE en premier, Enedis ensuite, est très grande, et on n'a pas maîtrisé ça. Et je pense que pendant longtemps, on a eu un réseau presque surdimensionné. Cédric Boissier l'a dit. Donc tout ça, ça renvoie à ce qu'on traitera dans notre 4e question, qui est le besoin d'avoir de la visibilité pour relancer des investissements de long terme. Sinon, à la fin, c'est le réseau qui va bloquer, mais ce serait injuste de dire que c'est la faute des gestionnaires de réseau, des entreprises de distribution. On continue, quelques mots sur le décret agrivoltaïque donc, qui vient d'être publié. Vous pouvez en dire un mot ? Oui, moi je vais en dire un mot très général. Après, Daniel, il connaît le sujet beaucoup mieux que moi dans le détail. Ouais. Avant, il n'y avait pas de règles pour faire du solaire sur du foncier agricole. Et ça commençait à donner lieu à des polémiques potentielles. Donc les acteurs du monde économique sont généralement pas demandeurs d'une régulation, mais là elle était apparue nécessaire aux yeux de tout le monde pour qu'il y ait une règle du jeu. On a passé beaucoup de temps à écrire la règle du jeu. Ça me fait penser un peu aux jeux de cartes ou aux jeux de société. Pendant les vacances de Noël, là au ski, on peut passer 2 heures à lire le mode d'emploi. Si on se met pas à jouer, c'est compliqué à faire. Donc maintenant, le décret il est sorti. Il faut qu'on mette ça en œuvre, mais il faut qu'on le fasse de façon intelligente. On en a parlé avec la ministre Agnès Pannier-Runacher qui reste en charge de ce sujet. En tout cas, c'est ce qu'on a compris. C'est dans ces décrets d'attribution. Il faut qu'il y ait un comité de suivi de cette affaire avec les développeurs d'un côté, les organisations professionnelles agricoles de l'autre, l'État au milieu, et qu'on essaie de piloter collectivement cette affaire, parce que le risque majeur, c'est que des dossiers qui, sur le plan légal, peuvent être autorisés aujourd'hui sur la base des anciennes règles. Personne ne comprendra qu'ils ne soient pas conformes à la nouvelle. Pourtant, c'est une possibilité, c'était logique. Et il suffira que demain, Hugo Clément ou Complément d'enquête viennent faire un 52 minutes sur un sujet qui sera présenté d'une façon un peu unilatérale comme une contre-référence. Et tout ça va être monté en épingle. Et le risque majeur auquel on est exposé, c'est une forme de moratoire. Comme il n'y a quasiment plus moyen de faire de solaire au sol en dehors des dispositions prévues par ce décret, qui a une partie agrivoltaïque qui doit être traité avec beaucoup de sérieux. L'agriculture, c'est la priorité. Et de l'autre côté, dans ce décret, il y a une disposition qui permet de libérer du foncier pour faire du solaire au sol sur des terres qui n'ont plus d'intérêt pour l'agriculture. Alors là, il y a un autre petit sujet. J'en parle rapidement ici, c'est que comme tout ça, ça découle d'amendements qui ont été votés à minuit ou 1h du matin, avec des conseillers ministériels épuisés, parfois on oublie de recroiser un peu. Et alors, les choses ont été écrites de telle façon qu'au fond, aujourd'hui, il y a une grosse contrainte sur le solaire au sol, y compris en dehors des terrains agricoles. Donc là, il y a une bataille qu'on est en train de mener pour que sur les terrains, alors si je le dis comme ça va être choquant, mais je le dis quand même et j'expliquerai après, les terrains forestiers, les terrains naturels, les sites dégradés, ce genre de choses, les friches, on ne demande pas aux chambres d'agriculture d'inscrire ça dans un document cadre au titre de l'intérêt que ça peut avoir pour l'agriculture. La chambre d'agriculture, elle va dire ce terrain agricole a plus d'intérêt pour l'agriculture. Ça, c'est sa responsabilité, mais pas sur le reste. Or, il y a toute une série de points d'intérêt au nom de la défense de la biodiversité, des paysages, qui essaient de bloquer au maximum et qui se servent de ce décret et de ces imprécisions et des imprécisions de la loi pour bloquer le développement du foncier au sol. Alors moi, je le dis à Enedis et après RTE, si on continue comme ça, il n'y aura plus trop de problèmes de réseau pour connecter des installations solaires au sol, parce qu'il n'y aura plus d'endroit où le faire. Donc il faut qu'on soit très attentif, et ça, c'est la bataille qu'on doit mener dans les mois qui viennent. Merci beaucoup. Du coup, réaction, Daniel Bourg, ça n'accélère pas le processus, tout ça. Non, alors, l'agrivoltaïsme, il faut bien comprendre, c'est vraiment, au niveau des Enerplans, c'est un cheval de bataille. Ça et l'autoconsommation, c'était vraiment quelque chose sur lequel on se battait depuis des années
pour que ça sorte. Et l'autoconsommation, on peut considérer que c'est vraiment parti. L'agrivoltaïsme aussi, il est parti. Le seul problème qu'il y a, c'est que depuis le début, c'est bien le micro devant la bouche. On a toujours été très inquiet sur le fait que ça soit une sorte d'open bar et que sur n'importe quel terrain, on peut faire de l'agrivoltaïsme en se disant simplement, mais d'abord, quels sont les besoins? Parce que la surface agricole, elle est colossale. Et quand tout le monde sait que l'agriculture ne va pas forcément au mieux de sa forme, et quand on voit le prix de location d'un terrain qui va devenir une centrale solaire et le prix de location, un bail rural, il y a un décalage qui est énorme. Donc, nous, on a conscience depuis le début et on a alerté en disant attention, il y a des aspects sociologiques, il y a 400 000 exploitations agricoles. Nous, on a besoin, si on est dans les plus grands optimismes, de quelques centaines, voire de quelques milliers, mais maximum de projets agrivoltaïques. Donc, il n'y en aura pas pour tout le monde. Si jamais on arrive à ce qui se passe un petit peu actuellement, c'est-à-dire que ça a foncé, ce qui prouve le dynamisme des développeurs, l'attente du monde agricole. Tout le monde disait que les agriculteurs seraient contre. Certains disaient oui, d'un point de vue idéologie, mais la réalité, c'est que la plupart d'entre eux voient une belle occasion et qu'ils ont envie d'avoir des revenus complémentaires. Et donc, au lieu de faire quelque chose qui était un peu dirigé vers certains types d'agriculture ou certains types de terrains, on a laissé ça à chaque département le choix de faire ce qu'ils veulent. Ce qui veut dire que la Beauce, parce qu'il faut aussi être lucide, que les céréaliers sont souvent des entrepreneurs très dynamiques et qu'ils ont tout de suite compris. Ils ont des moyens. Et que ça risque de partir dans des endroits qui vont être des contre-exemples pour nous. Si la Beauce commence à se couvrir de panneaux solaires, là, les commissions d'enquête, etc., là, je veux dire, on les a à tous les coups. Donc, moi, je suis un peu tendu. Tu sais d'ailleurs que je suis souvent tendu, mais c'est un peu notre rôle. Et vous savez, tout va bien. Avec André, on a connu ce que c'est qu'un moratoire. Moi, je fais partie des entreprises qui ont réussi à survivre à une situation-là. Il y a quand même eu beaucoup de morts à ce moment-là. Donc, on est vigilant sur ce qui se passe. Et c'est vrai que l'agrivoltaïsme, ce qui est vraiment, j'insiste, c'est une demande, c'est indispensable, les terres agricoles, et c'est intelligent parce que, effectivement, notamment dans l'élevage, on arrive à faire des choses très complémentaires qui ne posent pas de problème et qui ont beaucoup de sens. Et j'aimerais pas que ça soit gâché parce que, pour l'instant, c'est absolument pas canalisé. Un des faits actuellement, alors là, on peut tous le constater, c'est qu'au niveau des DDT, ils reçoivent tellement de dossiers actuellement que non seulement ils n'arrivent pas à les traiter eux, mais ça bloque tous les autres dossiers, y compris sur les terrains dégradés, y compris sur tout ce qui est à côté. Donc, on va devoir réguler. Pour moi, c'est certain. J'espère qu'on fera assez vite pour éviter que ça soit brutal et qu'on puisse le faire en concertation. Mais ceci étant, je pense qu'in fine, moi je le vois aussi dans toute l'Europe, ça se fait beaucoup. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas en France. À nous d'être intelligents. Après, il se pose des tas de questions et qui sont à mettre sur la table. Est-ce qu'il faut des projets qui fassent 100 hectares, 200 hectares, 300 hectares d'agrivoltaïsme ou pas, quelles sont les conséquences de telle et telle chose, et ainsi de suite. Nous, on pose vraiment ce débat qui n'a pas été posé. Et en fait, ils ont eu un seul souci, c'est de rendre ça acceptable sur le principe, donc en nous mettant à la française des règles à l'infini que personne ne pourra les vérifier. Donc ça ne va pas empêcher les choses. Par contre, il y aura des études chaque année. Ça va quand même surenchérir le coût de l'agrivoltaïque. Donc ça va le rendre moins compétitif. Il faut en avoir conscience. De tout ce côté-là, je ne suis pas sûr qu'on ait pris la bonne voie pour le contrôle. Et justement de dire comment est-ce qu'on canalise. Mais on l'a fait de manière assez classique de chez nous. Avec Cédric Boissier, le raccordement en milieu rural aussi, dans la ruralité.
Oui, Là alors, aussi, pour l'agrivoltaïsme. Oui, je vais pouvoir répondre sur ce point. Simplement, il y a un truc qui a été dit qui est très important, c'est finalement, il y a de l'administration, il y a des blocages, etc. Et dans la loi, la sortie de la loi APER, nous, on y voyait finalement un message envoyé à l'ensemble des services de l'État, pour un message clair sur le mix, il est fixé, il faut faire des énergies renouvelables, et donc à un moment donné, c'est une des priorités, et il faut que tous les services de l'État soient alignés. Donc, on a vu quand même, moi j'étais directeur régional sur PACA, on a vu un certain nombre d'évolutions dans les positions. Mais c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de sujets, et on le voit, parce qu'on parle des ENR, mais nos ouvrages qui servent à raccorder les ENR, ils sont soumis aux mêmes difficultés d'acceptabilité du public et ensuite d'autorisation administrative. Et donc je pense qu'il y a encore du chemin à faire, mais moi je suis plutôt optimiste parce qu'on voit quand même au niveau des services de l'État, au niveau national ou en région, quand même un certain nombre de mouvements. Après se pose la question de leur gréement, de leur capacité à faire, mais globalement voilà, cette loi elle avait aussi de mon point de vue ce mérite. Alors après sur l'agrivoltaïsme et le raccordement en milieu rural, la croissance des ENR, il y a 4-5 ans, elle était plutôt tirée par l'éolien qui faisait les 3/4 de ce qu'on raccordait chaque année. Ça continue, hein, on fait 1 gigawatt d'éolien terrestre tous les ans sur le réseau de distribution. La dérivée n'est pas très forte, mais globalement c'est constant. Et ensuite c'est le photovoltaïque qui a pris le relais avec des croissances effectivement très fortes. Ça a été le tout petit PV, parce qu'on en parle peu, mais le tout petit PV sur les panneaux sur vos toits hein, et sur le mien, aujourd'hui ça représente presque 1 gigawatt. C'est-à-dire que c'est presque l'équivalent du terrestre et c'est 200 000 raccordements par an. On pense qu'on fera 300 000 cette année. Et peut-être 400 000 en 2025. C'est nos projections. Donc ça pousse très très fort. Et longtemps, on a pu considérer que c'était un peu du détail en termes de puissance. Aujourd'hui, c'est quand même 1 gigawatt tous les ans. Donc c'est notable. Donc ça a été un élément de croissance. Ensuite, il y a eu les hangars agricoles. Les hangars agricoles, c'est pas de l'agrivoltaïsme, mais c'est déjà un lien très fort du photovoltaïque et des agriculteurs. Et ça, depuis 2-3 ans, c'est juste colossal en termes de croissance. Sur ce segment de clients, alors je parle de la basse tension de taille importante, en général ce sont des projets comme ça. On en faisait 6 000 en 2022, on a fait 9 000 l'année dernière. Je ne vais pas vendre la peau de l'ours parce qu'il y a eu que 3 mois en 2024, mais je pense qu'on va faire entre 14 000 et 16 000 cette année. Donc on est sur des ruptures de trajectoire qui sont colossales. Et là, effectivement, en général, les hangars agricoles sont à des endroits où, à l'époque, quand on a construit le réseau, il y avait une ferme avec très peu de consommation électrique, donc on a tiré un réseau qui correspondait à ça. Et donc quand il y a des fortes puissances à distance, c'est là, effectivement, on peut se retrouver avec la nécessité de construire des infrastructures, des postes sources, de renforcer le réseau, etc. Et donc l'agrivoltaïsme maintenant, donc tout ça pour dire que le lien entre le solaire et l'agricole, il existe déjà fortement. Et il contribue, je pense aussi, à l'équilibre économique, évidemment, des exploitations. L'agrivoltaïsme, nous, on le met dans nos perspectives de développement. J'ai parlé de ce qui avait fait le développement passé. Il y a 2 objets qui, vus de nous, vont vraiment constituer les ruptures sur les prochaines années. C'est la solarisation, notamment des parkings, et c'est l'agrivoltaïsme. On pense qu'on va arriver les projets chez nous, en masse, hein, plutôt fin 2025, début 2026, le temps de l'instruction, du développement, etc. Et donc, ça, c'est un premier point. Et donc, qu'est-ce qu'on fait aussi pour s'adapter à ça? C'est qu'on demande à nos équipes en région, à nos directeurs régionaux et à leurs équipes, d'aller au contact des champs d'agriculture. Parce que là, pour le coup, les positions, ce qui nous remonte, c'est que les positions en France sont quand même très variables, d'une chambre d'agriculture à l'autre. Et nous, on a besoin, et rien ne se fera sans ces instances-là, et donc on a besoin de savoir un petit peu, d'avoir la tendance, pour éventuellement anticiper les constructions d'ouvrages pour être au rendez-vous quand les projets arriveront. Merci. Alors, on va maintenant passer à la partie pacte solaire, à la partie industrie. Je sais que c'est quelque chose qui vous tenait à cœur à tous les trois d'ailleurs. Jules Nyssen, le pacte solaire, la partie industrie en France, on en est où? Mais ça nous tient à cœur. Pourquoi? Parce que l'énergie solaire, c'est l'énergie de demain. C'est pas celle qui va substituer à toutes les autres, mais c'est quand même un énorme potentiel. Le marché européen, c'est 60 gigawatts par an. Et la France a, ou avait, je ne sais pas exactement comment il faut dire, 3 usines. Il y en a une qui est sur le point de fermer, une autre dont on n'entend plus trop parler, la dernière survit. Et il y a quand même quelque chose qu'on ne comprend pas très bien. Comment dans un marché qui a une telle dynamique, il n'y a plus d'acteurs industriels? Et d'où ça vient? Alors, les causes, on les connaît très bien. C'est une surproduction chinoise, sans doute subventionnée, même si ce n'est pas très clair. En tout cas, la Commission européenne a engagé une enquête. Les États-Unis qui ont fermé leur marché par différents moyens. Et l'Union européenne qui reste la seule à respecter strictement les règles de l'OMC. Donc là, il y a un truc qui ne va plus. Il y a un truc qui ne va plus.
Donc certes, le panneau solaire, c'est pas un flux comme l'était le pétrole, mais enfin ça peut quand même créer une dépendance. Donc par ailleurs, en termes d'acceptabilité sociale, dire je vais raser des forêts pour installer des panneaux chinois, c'est pas très vendeur. Je crois Arnaud Montebourg a dit vous installez du solaire, vous faites des chèques aux Chinois. Enfin moi j'ai rien du tout contre les Chinois, mais c'est sûr que ça tue toutes les discussions publiques et les problèmes d'acceptabilité. Il y a un enjeu de construction industrielle derrière ça. Donc le pacte solaire, c'est la toute première étape de quelque chose qui devrait ensuite se déployer au travers de ce qu'on appelle NZIA, qui est la réponse de l'Union européenne à l'IRA américain. Ça tombe bien qu'on ait cette réunion aujourd'hui, puisque c'est aujourd'hui et demain que le Parlement européen devrait formellement adopter ce règlement, qui va permettre aux États membres de mettre en place un certain nombre d'outils, mais malheureusement, ça ne va pas aussi loin que ce qu'on pourrait imaginer. Ce règlement, ça veut dire, vous pouvez exclure des offres dont plus de 50% du contenu est originaire d'un seul pays. Donc il y a quand même pas mal de moyens pour le pays en question de contourner ça en allant installer des usines au Vietnam ou ailleurs. Il manque une petite étape. Alors la France est très pushy pour y arriver, consiste à dire en fait vous pouvez éliminer les offres qui n'ont pas au moins 50% de contenu européen. Ça serait une autre façon de prendre le problème. En tout cas bon, ça démontre pour l'Union européenne un vrai changement de culture, et le pacte solaire dont on discutait tous depuis très longtemps est une façon d'anticiper un peu ça et d'afficher une volonté. Après dans la pratique, ces retombées sont à mon avis à ce stade un peu limité. Ce qui met en place, c'est un principe d'Induscore, qui est une manière, comme le Nutri-Score, de compter de façon très simple le nombre d'étapes de réalisation d'un panneau solaire en France. Nous, on aurait aimé que cet Induscore puisse être discriminant dans les tarifs de rachat, dans les appels d'offres. Le gouvernement ne veut pas en entendre parler pour l'instant pour des raisons liées à l'OMC, mais ça pourra peut-être évoluer. Mais ce qui est important, c'est que ça a permis à Bruno Le Maire, alors qu'on n'a toujours pas de PPE, de réaffirmer l'objectif de 100 gigawatts à l'horizon de 2035. Et deuxièmement, ça montre qu'il y a un vrai enjeu industriel, il y a un enjeu de patriotisme. Voilà. Donc, de souveraineté énergétique. Voilà. Et dernier point, on dit beaucoup, le panneau solaire chinois bradé, il est 3 fois moins cher que le panneau solaire made in Europe ou made in France. Mais en réalité, tout ça, ça n'est quand même qu'un morceau du coût total d'une installation solaire. Et donc, il faut quand même aussi un peu relativiser tout ça, parce que c'est pas l'installation totale qui va coûter 3 fois plus cher. Dernier point, il n'y a pas beaucoup d'autres pays européens où il y a des projets nouveaux de gigafactories de production de panneaux solaires. Nous, on en a 2, un à Fos-sur-Mer, à côté c'est Carbone, l'autre c'est Holosolis en Moselle. C'est quand même un joli enjeu pour la France en termes industriels. Alors pour que ça marche, il faut que la France, mais aussi les autres pays européens, acceptent de réserver une partie de leur marché à ces productions made in Europe, avec 60 gigawatts et 2 gigafactories qui vont faire au maximum 10 à L2. Je pense qu'il y a largement de quoi réserver un morceau du marché pour faire émerger ces champions européens et français. Ce serait une jolie fierté nationale, sans pour autant fermer complètement la porte aux Chinois et tuer la dynamique solaire. Donc c'est ça l'équilibre qu'il faut respecter. Toutes les données, la théorie est parfaitement adaptée au fait que ça fonctionne. Maintenant, il faut que ça marche, mais là, on a un gouvernement très volontariste, mais ça ne dépend pas que de lui. Il faut aussi que le jeu soit joué à l'échelle européenne. Daniel Bourg, vos adhérents sont prêts à acheter du français, du coup, du panneau français, du module. Enfin, si, il est là. Bien sûr. Non, vous êtes engagé, vous avez signé la charte. Effectivement. Alors moi, je l'ai signé en tant que général du solaire, mais le Enerplan l'a signé, je dirais, aussi en tant que tel. C'est André qui l'a signé. C'est André qui était là-bas, effectivement. Bon, j'ai pas grand-chose à rajouter à ce qu'il dit Jules. Simplement, je trouve que le gouvernement français se bat bien, mais il reste très timoré. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'il faut y aller. L'Europe ne se mettra pas contre si on commence à donner directement des bonus, si on utilise des panneaux européens. Et là, ils l'ont prévu plus ou moins sur le... je crois que c'est le Petit Sol où ils ont mis sur un arrêté. Et ils n'ont pas pris ce qui est le plus simple. Or, on a déjà quand même une entreprise française, Voltec, qui a besoin de soutien. Alors déjà, ce qui est étonnant, c'est que dans l'Induscore, elle n'en bénéficie pas. Ce qui est quand même étonnant, parce que elle est là, elle existe, et il faut quand même la protéger. Honnêtement, c'est des gens qui travaillent bien depuis des années et qui ont su, malgré les difficultés et les aléas, résister. Ça méritait peut-être mieux que d'être absolument non considéré dans le projet. Et puis c'est surtout le mettre sur tout ce qui est guichet, parce que c'est immédiat.
que effectivement il faut que dans les appels d'offres, il y ait des choses qui soient prévues et qu'on y aille. Et pas qu'on y aille toujours à la méthode française, par petite dose, on fait des tests et on a peur. Donc, oui, c'est très bien ce qu'on le pacte solaire. Hein, ça nous permet, effectivement, avec notre ministre, qu'il s'affiche et qu'il sorte un peu du bois, donc c'est très bien. De l'autre côté, maintenant, il faut que ça rentre dans les faits et qu'on n'ait pas peur de ça, parce que et Carbone et Holosolis, les deux gigafactories ont besoin d'avoir du concret s'ils veulent attirer des financiers dans les projets. Et ces entreprises ont aussi besoin d'énergie, et je crois que là aussi, Enedis et RTE, vous soutenez ces projets industriels. Vous m'avez dit, un responsable en PACA, donc vous connaissez un petit peu ce projet sur FOSS. Vous allez amener de l'énergie aussi à ces usines? Alors oui, Jules l'a expliqué tout à l'heure, c'est que l'alimentation électrique pour la décarbonation de FOSS, donc il y a effectivement le projet carbone, mais aussi des projets de data center. Absolument. Et puis après toute la décarbonation des entreprises historiques. Oui, il va falloir beaucoup d'énergie, donc il y a la ligne 400 là, qui est évoquée à l'instant pour alimenter FOSS, qui fait couler pas mal d'encre en ce moment. C'est aussi quand on pense décarbonation, on pense grande industrie, on pense RTE, mais mine de rien, Fos-sur-Mer, pour nous, les projets, ça veut dire 2 nouveaux postes sources. Donc on a aussi des infrastructures associées à la décarbonation de l'industrie. Il faut qu'on en construise et qu'on soit en rendez-vous, parce que très entre nous, ça serait quand même pas très confortable pour Enedis si Fos-sur-Mer pouvait se décarboner, mais que les projets soient bloqués parce qu'il manque de postes sources. Donc évidemment, on y travaille, on y travaille, mais oui. Donc il y a ce sujet-là. Après, bon, le pacte solaire, c'est en dehors de mon scope de responsabilité, mais néanmoins, moi je partage que ça fait partie de l'acceptabilité globale du truc. On n'arrivera pas à concilier réindustrialisation et transition écologique dans les règles actuelles, c'est ce que dit exprimé Jules. Et à un moment donné, bon, Enedis achète plus de 90% de ses matériels en France. On le fait quasi jamais en dehors de l'Europe, parce qu'on a un modèle qui le permet, mais quelque part, je pense que les 100 milliards d'investissements qu'on va faire, évidemment, ils vont finir au bout d'un moment sur la facture des Français. Si on est capable de dire, eh ben quand même, cet argent, il a aussi servi à réindustrialiser le pays, ou en tout cas faire fonctionner des entreprises, créer de l'emploi, ça contribue à l'acceptabilité du truc et de nos ouvrages. Donc je pense que ça, on peut faire la transposition avec les producteurs qui ont un peu le même sujet. Finalement, on a des sujets qui sont assez proches en termes de problématiques. André Joffre, juste sur la réindustrialisation, on aura besoin aussi d'innovation pour industrialiser. Là, le pôle Derby a tout son rôle à jouer, justement, en matière d'innovation. Et oui, non, en fait, moi d'abord, je vous remercie d'être venu, parce que ça éclaire de jour nouveau un petit peu les choses. C'est vrai que souvent en région, on n'a pas le même sentiment que ce que vous pouvez avoir à Paris, avec la proximité des décideurs. Bon, pour revenir sur des choses concrètes, en fait, les progrès qui ont été faits sur notamment les prix du kilowattheure solaire produit, etc., il ne faut pas oublier qu'il y a deux raisons. C'est d'une part la massification des productions, et lorsqu'on est sur des produits à faible contenu minier, en fait, puisqu'il n'y a pas de matière première coûteuse dans ce panneau solaire, bien plus on fabrique, plus les prix baissent. C'est l'industrie de transformation. Et puis le deuxième aspect, c'est qu'on augmente les rendements des panneaux. Et ça, c'est de l'innovation. C'est les deux jambes. Hein. Et donc, il y a eu des progrès qui ont été faits. Fos-sur-Mer, par exemple, verra une technologie nouvelle encore s'implémenter. Ça, c'est très important. Et donc, mais au-delà on l'a dit, hein, le panneau solaire, finalement, ça va représenter qu'une toute petite partie du prix des installations. À terme, ça coûtera presque plus rien. Et en fait, c'est plus la production d'électrons qui va coûter de l'argent, plutôt que sa mise en œuvre, sa valorisation. Et ça, c'est véritablement le métier de toutes ces entreprises qui vont se créer d'ici 2030, qui vont être des gens qui vont permettre de pouvoir optimiser la recherche de la voiture, etc. Bon, il y a plein de métiers d'ingénierie, je dirais, d'une façon générale, le rapprochement du digital et de l'énergie, qui vont et qui sont les fondamentaux de Derby. Hein. Nous, on fait ça depuis presque 20 ans, hein. Depuis la création, je crois, de Derby, qu'on travaille sur ces questions-là. Je me souviens des premières réunions, il y avait des gens d'Orange qui venaient travailler avec nous. Et c'est vrai que
tout ça, ça va être véritablement là qu'il va y avoir la plus grande valeur ajoutée. Il y aura bien sûr les centrales de production, de grandes centrales, etc. Mais il va y avoir tous ces usages qui vont faire que plus on utilisera l'électricité sur place, sur les lieux de consommation, avec l'autoconsommation, mais aussi l'autoconsommation collective, les communautés d'énergie renouvelable, etc., tout ça va permettre d'éviter de transporter de l'électricité. Et c'est cette piste-là qui va être génératrice de beaucoup de création d'entreprises et de développement d'entreprises. Merci beaucoup. On va conclure donc sur. Vous avez parlé tous les trois beaucoup de visibilité. On attendait une loi, elle se fait attendre, hein, cette loi programmatique. Un mot chacun sur ce manque de visibilité, cette loi qu'on ne veut pas voter. Comment vous expliquez ça, Jules Nyssen ? Je ne sais pas si on ne veut pas la voter. En tout cas, pour l'instant, le gouvernement ne veut pas la proposer, la présenter. Oui, la présenter. Mais alors, pourquoi il faut une loi ? Parce que en réalité, la France a signé un traité international qui s'appelle l'Accord de Paris. Et après, elle a validé à l'échelle européenne autre chose qui s'appelle RED 3, qui est une directive. Donc normalement, un État responsable, il essaie de respecter les engagements qu'il prend sur la scène internationale. Ces engagements, c'est globalement atteindre la neutralité carbone en 2050. On ne va pas y arriver comme ça. On ne va pas y arriver comme ça. Ce n'est pas un mouvement qui est naturel. Donc, il faut une trajectoire pour y arriver. RTE et l'ADEME ont fait des travaux remarquables. Et avec RTE, il y a une confusion parce que les gens pensent que c'est une prévision. Comme RTE faisait avant, pour travailler à l'équilibre du système électrique, en faisant des prévisions, des projections, des tendances. Là, c'est devenu autre chose. Je sais à quel point je veux arriver en 2050, et voilà comment il faut que je fasse pour y arriver. Donc là, ce qui est en train de se passer, c'est qu'on dit, mais en fait, RTE, vous racontez n'importe quoi. Vous avez fait des perspectives de croissance de la demande d'électricité qui sont complètement déconnantes. Et au journal de 20h, on entend, en 2023, la consommation d'électricité a diminué. C'est quelle bonne nouvelle ? Mais non, c'est pas du tout une bonne nouvelle. La bonne nouvelle serait d'avoir fait diminuer la consommation finale d'énergie et là-dedans d'avoir augmenté la part de l'électricité et d'avoir remplacé les fossiles par du gaz renouvelable et d'autres formes d'énergie. Donc cette histoire-là, elle n'est pas spontanée. Elle n'est pas portée par les forces de marché et elle n'est pas forcément bien comprise par tous nos concitoyens. Donc il faut qu'elle soit écrite quelque part et qu'il y ait cette perspective. Ensuite, on ne produit pas, nous, des énergies renouvelables pour le plaisir de les produire. On les produit pour répondre à une demande. Donc ce qui prédomine, c'est d'abord comment je transforme la consommation et derrière, je dois mettre en œuvre le système de production pour répondre. Le problème, c'est que c'est des délais. On a parlé des réseaux, c'est très long. Mais même les projets d'investissement, même une centrale solaire, ça prend du temps. Éolien, c'est encore plus long. Et je ne parle pas de l'éolien en mer, dont les délais sont extrêmement longs. Donc on n'est pas dans de la réaction au jour le jour. Donc il y a eu une commission d'enquête il y a 1 an et demi sur la soi-disant perte de souveraineté énergétique de la France. En fait, elle n'a jamais eu sa souveraineté énergétique depuis l'avènement des fossiles. Mais qui a démontré qu'on ne pouvait pas prendre des décisions comme ça, sans débat public, sans transparence. Et c'est quand même pas des petites choses. Ça engage l'avenir du pays à plusieurs décennies. Donc peut-être que dans quelques années, il y aura une autre commission d'enquête qui s'interrogera sur les raisons pour lesquelles aujourd'hui, on n'a pas pris les bons virages. Donc après, moi, je sais bien que l'Assemblée nationale est en majorité relative. Je sais bien que c'est compliqué. Mais là, on est dans une période d'élection européenne. On pourrait aussi dire, ben voilà, plutôt que d'essayer de faire, comme le Canada Dry, d'imiter les boissons alcoolisées sans l'alcool, affichons quelque chose d'intelligent en disant on est pour le pacte vert, on est pour le Green Deal, on est pour le Fit for 55. Ben, on présente en France un projet de loi de transition énergétique sur la consommation, sur la production. Et après, mesdames et messieurs les députés, prenez vos responsabilités par rapport à ça. Et comme ça ne va pas arriver comme ça, une autre solution serait que des députés, il y a déjà eu une première tentative, fassent ce qu'on appelle une proposition de loi, mettent un projet sur la table. Là, ça a été fait par Europe Écologie Les Verts. Dans le cadre de leur niche, c'était un peu politicien, mais dans le cadre des débats, Julie Larnoz, pour Europe Écologie Les Verts, a dit « Nous, on est prêt à accepter la prolongation du nucléaire existant jusqu'à ce que l'autorité de sûreté dise que c'est plus possible. » Pour Europe Écologie Les Verts, c'est un pas qui est considérable. Bien sûr que ça valide pas le nouveau nucléaire, mais ça montre qu'il y a des compromis possibles. Donc on pense, nous, qu'il y a un chemin faisable et que si l'initiative est prise par le parlementaire, c'est bien. S'il n'y a pas tout ça, il faudrait au moins le discours de Belfort 2 ou l'équivalent pour donner une perspective politique à tout ça. Parce que j'ai très peur que la PPE toute seule, qui est un acte réglementaire, qui n'est pas rattaché à un objectif de consommation, pose un problème d'acceptabilité, de sécurité dans la durée. Et ensuite, il y aura bien quelqu'un, je sais déjà à peu près qui d'ailleurs, qui ira attaquer le décret PPE en disant que comme il ne découle pas d'une loi de programmation, il n'est pas solidaire. Le gouvernement a dû vérifier ça, je pense qu'ils sont à peu près sûrs de leur affaire. Mais tout ça, ça va contribuer encore à embrouiller un paysage. À un moment, il faut prendre des décisions. Je pourrais en parler pendant des heures, mais je vais m'arrêter là. Sinon, je vais manger le temps du repas. Très bien, bravo. Merci beaucoup. Daniel Bourg.
sur ce sujet? Alors je serais un petit peu plus tendre avec le gouvernement pour avoir vraiment bien suivi la loi APR et avoir vu le côté totalement déconnant, il n'y a pas d'autre mot, du choix politique des uns et des autres, et de faire une sorte de surenchère et d'aller n'importe où. Il voulait absolument une loi, elle l'a eu, sa loi, la loi d'accélération, mais tout à l'heure on disait tous, oh là là, cette loi d'accélération, elle est... c'est pas le travail du gouvernement. Ça a été très clairement le travail du Parlement. C'est le résultat du Parlement tel qu'il est et qui a réussi à faire ça. Aller se remettre sur la table actuellement toute l'histoire de la souveraineté, il risquait tout simplement de ne pas faire voter ça. Donc, moi je comprends que dans un moment où, il y a le problème du déficit budgétaire. 2, il y a un prix de marché. Mine de rien, le prix de marché actuellement nous fait à tous beaucoup de mal. Ça, il faut en avoir conscience. Parce que ça veut dire que dans le budget de l'État, ça commence à coûter cher. Alors qu'avant, les ONR ramenaient de l'argent à l'État. Là, on est passé dans le côté négatif. Donc, tous ceux qui sont contre et qui disent et ainsi de suite, c'est un boulevard d'attaquer là-dessus. Il y a même des gens qui remettent en cause tous les programmes d'investissement dans le réseau en disant « Oh là, ça coûte trop cher, faisons quelque chose de minimaliste, etc. » Donc, honnêtement, je donne au gouvernement le fait qu'ils ont dû bien réfléchir là-dessus et de se dire que c'était peut-être pas le moment de relancer ça. En plus, il y a les élections européennes et on n'est pas sûr du tout que ça aille dans le bon sens que ce qu'ils veulent si on mettait ça sur le tapis, et de dire, oui, on va refaire comme d'habitude. Ça, je suis d'accord que ça nécessitera un discours musclé pour redonner le côté vert, effectivement, dans ce qui est décidé, mais actuellement, ils ont honnêtement d'autres soucis. Donc, c'est vrai qu'on prend un peu ce qu'on a. Ce qui a été accroché par Bruno Le Maire à Manosque, pour nous, c'est pas un engagement très formel, mais il y a quelque chose, il y a au moins un chiffre qui est affiché pour le salaire. Bon, on va partir de ça. Ceci étant, soyons clairs, cette situation, elle est... pour nous tous, c'est pas de la grande visibilité. On va pas dire l'inverse. Ouais, mais justement, la visibilité. Ouais, alors j'ai commencé tout à l'heure en expliquant ce qui était positif, c'est qu'on a eu une forme de continuum dans l'ambition politique depuis Belfort. Après, je comprends qu'on ait besoin vraiment de savoir où on va aller dans la durée, d'avoir des outils réglementaires, législatifs qui soient solides. Donc ça, évidemment. Mais pour autant, aujourd'hui, on a effectivement, entre les dernières annonces à Manosque, ce qu'a sorti les tableaux de bord du secrétaire général à la planification écologique, Belfort, les lois, globalement, on a quand même une belle tendance sur le fait qu'il va falloir gentiment accélérer. Et pour nous, donc on sait qu'on va construire beaucoup d'infrastructures et plus que jamais, et qu'on va raccorder plus que jamais. Donc effectivement, on peut que militer pour avoir une vision précise et arrêtée et calée une bonne fois pour toutes. Aujourd'hui, on a quand même de quoi bosser, on a de quoi faire. Et encore une fois, nous, notre boulot en tant que distributeur et responsable du réseau de distribution, c'est de faire en sorte qu'évidemment tous les raccordements demandés par les producteurs soient possibles, et ce dans la durée, sur la base des ambitions telles qu'elles sont aujourd'hui. Après 5-6 gigawatts, ces dernières annonces, bon, globalement on saura faire, mais après voilà, si ça doit être 10, on aimerait bien le savoir. Jules Nissen, allez-y. Je vérifie un point. L'ADEME a fait une étude à la fin de l'année dernière qui chiffre à 5% du PIB le coût annuel de l'inaction climatique à horizon 2030. Donc il y a des choses qui coûtent de l'argent, mais il y en a qui en coûteront encore plus tard. Ça, je suis bien d'accord. Et alors, c'est grand absent aussi du débat des élections européennes. Hein. On n'en parle absolument pas. C'est dramatique, totalement dramatique. André Joffre, je vous laisse conclure. Oui, écoutez, cette superbe table ronde. On vous remercie encore, messieurs. C'était très intéressant. Je vous remercie encore d'avoir fait le déplacement, parce que je pense que nos amis d'Occitanie là auront compris l'intérêt qu'il y a aussi d'avoir des porte-voix au niveau national
Et bon, tout à l'heure, on me demandait quelle était la relation du pôle Derby avec les syndicats nationaux. Ben, je disais, écoutez, ils seront là tout à l'heure, vous verrez. Et nous, on est agnostiques, évidemment. Vous pouvez adhérer à l'un ou à l'autre selon votre sensibilité. C'est pas tout à fait la même chose, mais bon, voilà. Ou les deux. Allez-y. Voilà, mais je peux vous dire, parce que je les connais de l'intérieur, ils travaillent beaucoup ensemble. Donc voilà, et ça concerte énormément lorsqu'il faut parler au pouvoir public. Donc simplement, si on dézoome un peu, si vous voulez, parce que parle bien dans le micro. Vous savez que je suis résolument optimiste sinon je ne ferais pas ce métier depuis si longtemps. En fait, si on regarde bien, si on remonte un peu dans le temps, 86, interdiction du solaire en France. Interdiction, hein, c'est vraiment loi Madeleine, etc. Suppression de l'ADEME qui finalement a été juste sauvée par les régions qui étaient toutes dirigées par des parlementaires de droite, et on a obtenu la sauvegarde c'est assez étonnant d'ailleurs, ça avait été institué par la gauche et c'est la droite qui a sauvé l'ADEME. Oui, c'est des paradoxes comme ça. Donc ça c'était 86, bon, catastrophe, bon, il y a eu une longue période de traversée du désert. Il faut attendre 2020 en gros, 2000 pour avoir un début de réflexion au niveau du ministère en disant oui, peut-être il faudrait commencer, regarder ce qui se passe en Allemagne, avoir une politique solaire. Bon, donc on commence à regarder. Et en 2006, finalement, je me souviens avoir eu un vendredi soir, tard dans la soirée, un conseiller de Villepin qui venait d'Allemagne et qui avait vu ce que faisait la chancelière Merkel avec le solaire, etc. Et donc il me dit, écoutez, il faut absolument que j'ai une commande, il faut que lundi matin, le Premier ministre annonce des tarifs d'achat, à combien faut-il les fixer? Bon. Et donc on a passé de 20h à 23h ensemble, j'étais devant Excel et je lui faisais des calculs pour savoir ce que ça produisait à Paris, à Lille, à Marseille. Et donc finalement, il y avait un tarif qui traînait à l'époque, c'est le tarif Jospin qui était à 15 centimes le kilowattheure. Et alors il me dit, bon écoutez, finalement on va faire simple, on va doubler les tarifs d'achat, on va passer de 15 à 30 centimes. Et puis ensuite, on va quand même donner une prime aux bâtiments parce que quand c'est les bâtiments, c'est là qu'on consomme l'électricité. Donc, si je mets 25 centimes de plus pour les bâtiments, ça nous fait 30 plus 25, 55 centimes. Ça vous paraît bon? Et moi, je faillis m'étrangler, mais bon, donc je lui dis, écoutez, je pense qu'on peut essayer, ça devrait commencer à fonctionner. Et c'est comme ça que sont nés les tarifs, vous voyez. Bon, il faut vous dire que parfois c'est assez compliqué. Jean-Louis Ball, qui était à l'ADEME à l'époque, cette personne avait essayé de tenter de le joindre, mais il était en réunion, il n'a pas pu le joindre. Donc finalement, ça s'est passé comme ça. Et dès le lundi matin, donc, je lui ai dit, vous êtes sûr que le lundi, oui, il y aura une conférence de presse à 11h, il va annoncer les tarifs. Et donc, je lui ai dit, mais on peut en parler. Il me dit, oui, si vous pouvez au contraire essayer de verrouiller les trucs avec des journalistes, comme ça, il faut que ça soit vraiment bien repris parce qu'il me dit, si on en parle à l'administration, ils vont bloquer le truc. Alors, donc je connaissais quelqu'un qui travaillait à TF1 à l'époque, qui travaille toujours d'ailleurs, et je l'appelle et je lui dis, écoute, il y a un sujet, il va y avoir lundi un tarif qui va être annoncé. Et donc, elle me dit, écoute, monte à Paris. Donc je suis monté dans le week-end, il y avait Jean-Louis Ball le dimanche, sous la pluie, on a fait un petit sujet pour montrer ce qu'allaient être les tarifs du lendemain. Et on a fait l'ouverture du 20h le soir. Voilà. Et il m'a envoyé un petit mot, il m'a envoyé un SMS en me disant, merci pour le service après-vente. Et en fait, c'est comme ça que l'administration a été obligée d'appliquer ces tarifs, mais avec toutes les contraintes que vous connaissez, l'intégration au toit, etc. Bon, pour essayer de limiter l'ampleur de ce tarif. Alors, quand on regarde ça finalement, aujourd'hui on se plaint énormément de toutes les difficultés qu'on a, du fait que on n'a pas assez d'affichage politique, etc. Moi, je partage tout à fait ça, évidemment. Mais finalement, quand on vient d'où on vient, c'est quand même pas mal ce qui se passe aujourd'hui, quoi. Il faut reconnaître. Moi, quand j'ai entendu l'autre jour le ministre à Manosque dire vous savez, le solaire, c'est des choses, c'est des trucs ça se passe dans le mois. Faire une installation solaire, c'est une question de semaines, de mois. Alors que le nucléaire, c'est une question d'années, voire de décennies.
Mais quand vous entendez dire ça, c'était les opposants au nucléaire qui disaient ça avant. Hein. Alors, bon, c'est formidable quand même. Alors évidemment, ce ne sont que des paroles d'un discours. Alors bon, voilà. Mais je pense quand même que globalement, le fait que ce soit le ministère de l'Industrie. Alors je sais que Daniel était en amour pour Agnès Pannier-Runacher. Ouais, il y avait bon. Donc je peux pas en dire de mal. La presse people n'est pas là. Donc mais il faut bien reconnaître quand même que la consistance politique du ministre de l'économie, c'est quand même pas mal, quoi. Voilà, quand il parle, il y a de la crédibilité. Et quand il annonce effectivement 6 gigawatts par an, ça parle, quoi. Je veux dire, bon, voilà, ça serait difficile de revenir en arrière maintenant. Tout est possible dans la vie politique, mais enfin, globalement, c'est quand même cranté. Le fait qu'on soit passé de 100 gigawatts en 2050 à 35 gigawatts, à 50 gigawatts en 2035, c'est quand même un progrès. Non, voilà. 100 gigawatts toujours en 2035. Toujours ça, oui, tout à fait. Oui. Donc on voit, et je pense qu'on ira encore mieux que ça, on fera mieux que ça, hein. Il faut vous y préparer, messieurs des réseaux, on va faire mieux. Pourquoi ? Parce que tout simplement, le solaire va être une banalité, ça va être une commodité. On va construire des toits, et quand on construira un toit, il sera forcément solaire, parce que ça coûtera moins cher qu'un toit en tuiles. Voilà. Et c'est ça qui va se passer. Après, c'est très simple. C'est que l'usage... Alors, il y aura peut-être des panneaux solaires qui seront installés, qui ne seront pas raccordés. Parce que tout simplement, voilà, c'est comme ça que ça va se passer. Et donc, on va avoir une profusion, une abondance de kilowattheures, d'électrons, et toute la difficulté va être d'optimiser l'usage qu'on va en faire. Voilà. Et c'est ça le vrai sujet aujourd'hui, c'est le vrai boulot qu'on a à faire nous à Derby, c'est d'inventer un peu ce monde qui va venir là, dans lequel il va falloir, par exemple, on a l'opportunité d'avoir en 2030 2 millions de véhicules, ça fait 100 gigawattheures de batteries qui seront disponibles, et vous avez vu que la nouvelle Renault 5 qui sort est une voiture bidirectionnelle, là, bon, elle va permettre de faire plein de choses. Et c'est pas, il faut pas laisser à Tesla le soin de le faire, hein. Je veux dire, on a nous toutes les capacités en France pour inventer ce type de choses. Donc voilà, il faut y aller, quoi. C'est le moment. Et bien on va à l'apéro aussi. On va à l'apéro. Voilà. Allez. Merci à vous, messieurs. En tout cas, on peut les applaudir très fort. Merci beaucoup d'être venus. Merci.